Partie 5. Miss C interrompit un instant son récit. Tout le temps, elle était restée sans bouger sur son siège en face de moi, et elle avait parlé presque d'une traite avec ce calme et cette netteté qui lui étaient propres, comme ne peut le faire que quelqu'un qui s'est préparé et qui a soigneusement mis en ordre les événements. C'est la première fois qu'elle s'arrêtait. Elle hésita et soudain, abandonnant son récit, elle s'adressa directement à moi. « J'ai promis devant moi et devant vous, commença-t-elle un peu inquiète, de vous raconter avec une sincérité absolue tout ce qui s'est passé. Mais à mon tour, je dois exiger que vous ayez complètement foi dans ma sincérité et que vous n'attribuiez pas à ma manière d'agir des motifs cachés dont aujourd'hui peut-être je ne rougirai pas, mais qui dans ce cas-là serait une supposition entièrement fausse. Je dois donc souligner que lorsque je suivis précipitamment dans la rue ce joueur accablé, je n'étais par exemple nullement amoureuse de ce garçon. Je ne pensais nullement à lui comme à un homme, et de fait, moi qui étais alors une femme de plus de 40 ans, je n'ai jamais pu, après la mort de mon mari, jeter un seul regard sur un homme. C'était pour moi une chose définitivement révolue. Je vous le dis expressément, et il faut que je vous le dise, parce qu'autrement, toute la suite vous serait inintelligible dans son horreur. En vérité, il me serait difficile d'autre part de qualifier avec précision le sentiment qui alors m'entraîna si irrésistiblement à la suite de ce malheureux. Il y avait de la curiosité, mais surtout une peur terrible, ou pour mieux dire, la peur de quelque chose de terrible que j'avais senti dès la première seconde planer invisible comme un nuage autour de ce jeune homme. Mais on ne peut ni analyser ni disséquer de telles impressions, surtout parce qu'elles se produisent, enchevêtrées l'une dans l'autre, avec trop de violence, de rapidité et de spontanéité, et il est probable que je ne faisais là pas autre chose que le geste absolument instinctif que l'on fait pour secourir et retenir un enfant qui, dans la rue, va se jeter sous les roues d'une automobile. Sinon, comment expliquerait-on que des gens qui eux-mêmes ne savent pas nager s'élancent du haut d'un pont au secours de quelqu'un qui se noie? C'est simplement une puissance magique qui les entraîne, une volonté qui les pousse à se jeter à l'eau avant qu'ils aient le temps de réfléchir à la témérité insensée de leur entreprise. Et c'est exactement ainsi, sans aucune pensée, sans réflexion et tout inconsciemment, qu'alors j'ai suivi ce malheureux de la salle de jeu jusqu'à la sortie, et de la sortie jusque sur la terrasse. Et je suis certaine que ni vous ni aucune personne ayant des yeux pour voir n'auriez pu vous arracher à cette curiosité anxieuse, car rien n'était plus lamentable à imaginer que l'aspect de ce jeune homme de 24 ans tout au plus, qui péniblement, comme un vieillard, se traînait de l'escalier vers la rue en terrasse, titubant comme un homme ivre, les membres sans ressort brisés. Il se laissa tomber sur un banc lourdement comme un sac. De nouveau, ce mouvement me fit sentir, en frissonnant, que cet homme était à bout de tout. Seul tombe ainsi un mort, ou bien quelqu'un en qui il n'y a plus un muscle de vivant. La tête, penchée de travers, retombait par-dessus le dossier du banc. Les bras pendaient inertes et sans forme vers le sol, dans la demi-obscurité des lanternes à la flamme vacillante, chaque passant aurait pensé à un fusillé. Et c'est ainsi, je ne puis pas m'expliquer comment cette vision se forma soudain en moi, mais soudain elle fut là très concrète, avec une réalité horrible et terrifiante. C'est ainsi, sous l'aspect d'un fusillé, que je le vis devant moi en 7 secondes, et j'avais la certitude aveugle qu'il portait un revolver dans sa poche, et que le lendemain, on trouverait son corps étendu sur ce banc ou sur un autre, sans vie et inondé de sang. Car la façon dont il s'était laissé aller était celle d'une pierre qui tombe dans un gouffre et qui ne s'arrête pas avant d'en avoir atteint le fond. Jamais je n'ai vu un geste physique exprimer autant de lassitude et de désespoir. Et maintenant, imaginez ma situation. Je me trouvais à 20 ou à 30 pas derrière le banc où était assis cet homme immobile et effondré sur lui-même. Je ne savais que faire, poussé d'une part par la volonté de le secourir, et d'autre part retenu par la timidité d'adresser dans la rue la parole à un inconnu, peur qui nous est inculquée par l'éducation et la tradition. Les becs de gaz mettaient leurs flammes opaques et vacillantes dans le ciel nuageux.
Les passants très rares se hâtaient, car il allait être minuit et j'étais donc presque toute seule dans le jardin public avec cet homme à l'aspect de suicidé. 5 fois, 10 fois, j'avais déjà réuni toutes mes forces et j'étais allée vers lui, mais toujours la pudeur me ramenait en arrière, ou peut-être cet instinct, ce pressentiment profond qui nous indique que ceux qui tombent entraînent souvent dans leur chute ceux qui se portent à leur secours. Au milieu de ce flottement, je sentais moi-même clairement la folie et le ridicule de la situation. Cependant, je ne pouvais ni parler, ni m'en aller, ni faire quoi que ce fût, ni le quitter. Et j'espère que vous me croirez si je vous dis que je restai ainsi sur cette terrasse, allant et venant sans savoir quelle décision prendre, peut-être pendant une heure interminable, tandis que de leurs 1000 et 1000 petits battements, les vagues de la mer invisible grignotaient le temps, tellement me bouleversait et me pénétrait cette image de l'anéantissement complet d'un être humain. Mais malgré tout, je ne trouvais pas le courage de parler ni d'agir. Et je serais resté encore la moitié de la nuit à attendre de la sorte, à moins que peut-être un égoïsme plus intelligent m'eût finalement amené à rentrer chez moi. Oui, je crois même que j'étais déjà décidé à abandonner à son sort ce paquet de misère, quand quelque chose de plus fort que moi triompha de mon irrésolution. En effet, il se mit à pleuvoir. Déjà pendant toute la soirée, le vent avait rassemblé au-dessus de la mer de lourds nuages printaniers chargés de vapeur. On sentait avec ses poumons et avec son cœur que le ciel était lourd, oppressant. Soudain, une goutte de pluie claqua sur le sol, et aussitôt un déluge massif s'abattit en lourde nappe d'eau chassée par le vent. Sans réfléchir, je me réfugiai sous l'auvent d'un kiosque, et bien que mon parapluie fût ouvert, les rafales bondissantes répandaient sur ma robe des gerbes d'eau. Jusque sur ma figure et sur mes mains, je sentais jaillir la poussière froide des gouttes tombant sur le sol avec un bruit sec. Mais, et c'est une chose si affreuse à voir qu'encore aujourd'hui, 20 ans après, ma gorge se serre rien que d'y penser, malgré ce déluge torrentiel, le malheureux garçon restait immobile sur son banc, sans bouger le moins du monde. L'eau coulait et ruisselait par toutes les gouttières. On entendait du côté de la ville le bruit grondant des voitures, à droite et à gauche des gens aux manteaux relevés partaient en courant, tout ce qui était vivant se faisait petit, s'enfuyait craintivement cherchant un refuge. Partout chez l'homme et chez la bête, on sentait la peur de l'élément déchaîné, seul ce noir peloton humain là sur son banc ne bougeait pas d'un pouce. Je vous ai déjà dit que cet homme possédait le pouvoir magique d'exprimer ses sentiments par le mouvement et par le geste, mais rien sur terre n'aurait pu rendre ce désespoir, cet abandon absolu de sa personne, cette mort vivante d'une manière aussi saisissante que cette immobilité, cette façon de rester assis là, inerte et insensible sous la pluie battante, cette lassitude trop grande pour se lever et faire les quelques pas nécessaires afin de se mettre sous un abri quelconque, cette indifférence suprême à l'égard de sa propre existence. Aucun sculpteur, aucun poète, ni Michel-Ange, ni Dante, ne m'a jamais fait comprendre le geste du désespoir suprême, la misère suprême de la terre d'une façon aussi émouvante et aussi puissante que cet être vivant qui se laissait inonder par l'ouragan, déjà trop indifférent, trop fatigué pour se garantir par un seul mouvement. Ce fut plus fort que moi. Je ne pus agir autrement. D'un bond, je passai sous les baguettes cinglantes de la pluie, et je secouai sur son banc ce paquet humain tout ruisselant d'eau. « Venez !» Je le saisis par le bras. Une chose indéfinissable me regarda fixement et avec peine. Une espèce de mouvement sembla vouloir se développer lentement en lui, mais il ne comprenait pas. « Venez !» Je tirai encore la manche toute mouillée, déjà presque en colère cette fois. Alors il se leva lentement, sans volonté et chancelant. « Que voulez-vous » demanda-t-il. À cela je ne trouvai aucune réponse, car je ne savais pas moi-même où aller avec lui. Ce que je cherchais, c'était uniquement à l'arracher à cette froide averse, à cette indifférence insensée et suicidaire qui le faisait rester là dans le plus profond désespoir. Je ne lâchai pas son bras,
Je continuai à le tirer, loque humaine sans volonté, jusqu'au kiosque dont le toit en auvent le protégerait au moins dans une certaine mesure contre les attaques furieuses de l'élément liquide que le vent fouettait sauvagement. En dehors de cela, je ne savais rien, je ne voulais rien. Je n'avais pensé d'abord qu'à une chose, mettre cet homme sous un abri dans un endroit sec. Et ainsi nous étions là tous deux l'un à côté de l'autre, dans ce petit espace abrité, ayant derrière nous la paroi fermée du kiosque, et au-dessus de nous seulement le toit protecteur qui était trop petit et sous lequel la pluie inlassable pénétrait perfidement pour nous envoyer sans cesse, par de soudaines rafales, sur les vêtements et au visage des lambeaux éparses de froid liquide. La situation devenait intenable. Je ne pouvais tout de même pas rester plus longtemps à côté de cet inconnu tout ruisselant. Et d'autre part, impossible, après l'avoir traîné ici avec moi, de le laisser tout bonnement sans lui dire une parole. Il fallait absolument faire quelque chose. Peu à peu, j'arrivai à une idée claire et nette. Le mieux, pensai-je, c'est de le conduire chez lui dans une voiture et de rentrer chez moi. Demain, il saura bien se débrouiller. Et ainsi je demandai à cet homme immobile près de moi et qui regardait fixement dans la nuit furibonde. « Où habitez-vous » ? « Je n'habite nulle part. Je suis venu de Nice ce soir même. On ne peut pas aller chez moi. » Je ne compris pas immédiatement la dernière phrase. Ce n'est que plus tard que je compris que cet homme me prenait pour une de ces cocottes qui rôdent en grand nombre la nuit autour du casino, parce qu'elles espèrent soutirer quelque argent à des joueurs heureux ou à des hommes pris d'ivresse. Après tout, qu'aurait-il pu penser d'autre, puisque maintenant encore, en vous racontant la chose, je sens toute l'invraisemblance, tout le fantastique de ma situation. Quelle autre idée aurait-il pu se faire de moi, puisque la manière dont je l'avais arraché à son banc et entraîné sans aucune hésitation n'était vraiment pas celle d'une dame. Mais cette pensée ne me vint pas d'abord. Ce n'est que plus tard, trop tard déjà, que j'eus peu à peu conscience de l'affreuse méprise qu'il commettait à mon sujet, car autrement je n'aurais jamais prononcé les paroles suivantes qui ne pouvaient que fortifier son erreur. Je lui dis en effet : « Eh bien, on prendra une chambre dans un hôtel. Vous ne pouvez pas rester ici. Il faut maintenant que vous vous mettiez à l'abri quelque part. » Mais aussitôt je m'aperçus de sa très pénible erreur, car sans se tourner vers moi, il se contenta de dire avec une certaine ironie : « Non, je n'ai pas besoin de chambre. Je n'ai plus besoin de rien. Ne te donne aucun mal. Il n'y a rien à tirer de moi. Tu es mal tombé. Je n'ai pas d'argent. » Cela fut dit encore d'un ton effrayant, avec une indifférence impressionnante. Et son attitude, cette façon molle de s'appuyer à la paroi du kiosque, de la part d'un être ruisselant, trempé jusqu'aux os et l'âme épuisée, m'affecta au point que je ne trouvai pas le temps de me sentir mesquinement et sottement offensé. Mon seul sentiment, le même depuis le début, depuis que je l'avais vu sortir en chancelant de la salle et que pendant cette heure inimaginable j'avais éprouvé continuellement, était qu'ici un être humain jeune, plein de vie, de souffle, était sur le point de mourir et que je devais le sauver. Je me rapprochai. « Ne vous inquiétez pas pour l'argent et venez. Vous ne pouvez pas rester ici. Je vous trouverai bien un abri. Ne vous inquiétez de rien, vous n'avez qu'à venir. » Sa tête fit un mouvement, et, tandis que la pluie tambourinait sourdement autour de nous et que l'averse jetait à nos pieds son eau clapotante, je sentis qu'au milieu de l'obscurité, il s'efforçait pour la première fois d'apercevoir mon visage. Son corps aussi paraissait se réveiller lentement de sa léthargie. « Eh bien, comme tu voudras, » dit-il en acceptant. « Tout m'est égal. Après tout, pourquoi pas? Partons. » J'ouvris mon parapluie. Il vint à côté de moi et passa son bras sous le mien. Cette familiarité soudaine me fut très désagréable. Même elle m'effraya. Je fus saisi d'épouvante jusqu'au fond de mon cœur. Mais je n'eus pas le courage de le lui interdire, car si maintenant je le repoussais, il retombait dans l'abîme et tout ce que j'avais fait jusqu'ici était vain. Nous avançâmes de quelques pas dans la direction du casino. Alors seulement je me rendis compte que je ne savais que faire de lui. Le mieux me parut être, après une rapide réflexion, de le conduire dans un hôtel, de lui glisser alors de l'argent dans la main pour qu'il pût payer sa chambre et le lendemain rentrer chez lui. Je ne pensais pas plus loin.
Et comme des fiacres passaient à ce moment-là devant le casino, j'en appelai un où nous montâmes. Lorsque le cocher demanda où aller, je ne sus d'abord que répondre. Mais songeant soudain que cet homme trempé jusqu'aux os et tout ruisselant qui était à côté de moi ne serait admis dans aucun des bons hôtels, et d'autre part, en femme sans expérience que j'étais, ne pensant nullement à la possibilité d'une équivoque, je me contentai de dire au cocher « Dans un petit hôtel, n'importe lequel ». Le cocher, indifférent, inondé de pluie, fit partir les chevaux. L'inconnu assis près de moi restait muet. Les roues clapotaient et la pluie cinglait violemment les vitres. Dans ce carré d'espace obscur, sans lumière, semblable à un cercueil, il me semblait accompagner un cadavre. J'essayai de réfléchir, de trouver une parole pour atténuer la singularité et l'horreur de cette promiscuité silencieuse, mais rien ne me venait à l'esprit. Au bout de quelques minutes, la voiture s'arrêta. Je descendis la première et je payai le cocher, tandis que l'autre, tout somnolent, refermait la portière. Nous étions maintenant devant la porte d'un petit hôtel que je ne connaissais pas. Au-dessous de nous, une marquise de verre mettait sa petite voûte protectrice contre la pluie qui, autour de nous, avec une affreuse monotonie, déchirait la nuit impénétrable. L'inconnu, cédant à la pesanteur, s'était malgré lui appuyé au mur. De son chapeau trempé, de ses vêtements chiffonnés, l'eau tombait comme d'une gouttière. Il était là comme un noyé que l'on a repêché et qui a encore l'esprit tout engourdi, et autour de l'endroit précis où il s'appuyait, l'eau en s'égouttant formait un ruisselet. Mais il ne faisait pas le moindre effort pour l'éviter, pour secouer son chapeau d'où sans cesse des gouttes coulaient sur son front et sur son visage. Il était là, complètement impassible, et je ne saurais vous dire combien je me sentais ému par cet effondrement. Mais maintenant, il fallait agir. Je fouillai dans mon sac. « Voilà 100 francs, dis-je. Vous allez prendre une chambre, et demain matin vous rentrerez à Nice. » Il me regarda étonné. « Je vous ai observé dans la salle de jeu, insistai-je après avoir remarqué son hésitation. Je sais que vous avez tout perdu, et je crains que vous ne soyez sur le point de faire une sottise. Ce n'est pas une honte que d'accepter du secours. Allons, prenez. » Mais il repoussa ma main avec une énergie que je n'aurais pas cru possible de sa part. « Tu es bien brave, dit-il, mais ne gaspille pas ton argent. Il n'y a plus rien à faire pour moi. Il est tout à fait indifférent que je dorme ou non cette nuit. Demain, ce sera la fin de tout. Il n'y a plus rien à faire. »« Non, il faut que vous le preniez, insistai-je. Demain, vous penserez autrement. Maintenant, entrez à l'hôtel et dormez un bon coup. La nuit porte conseil. Tout sera différent quand il fera jour. » Néanmoins, comme je lui tendais de nouveau l'argent, il me repoussa presque avec violence. « Inutile, répéta-t-il d'une voix sourde. Cela ne sert à rien. Il vaut mieux que la chose se passe dehors que de tacher de sang la chambre de ces gens-là. 100 francs ne peuvent pas m'aider, ni 1000 non plus. Avec les quelques francs qui me resteraient, je reviendrai demain au casino et je n'en partirai que quand j'aurai tout perdu. Pourquoi recommencer? J'en ai assez. » Vous ne pouvez pas mesurer l'impression que faisait au fond de mon âme cette voix sourde. Mais représentez-vous la situation. À 2 pas de vous est un être humain, jeune, brillant, plein de vie, de santé, et l'on sait que si l'on ne met pas en jeu toutes ses forces, dans 2 heures, cette fleur de jeunesse qui pense, qui parle et qui respire ne sera plus qu'un cadavre. Alors je fus prise d'une sorte de colère, du désir furieux de triompher de cette résistance insensée. Je saisis son bras. « Assez de sottises comme cela. Vous allez entrer dans l'hôtel et prendre une chambre. Demain matin, je viendrai vous chercher et je vous conduirai à la gare. Il faut que vous partiez d'ici. Il faut que demain même vous retourniez chez vous et je n'aurai pas de cesse avant de vous voir moi-même muni de votre billet et monter dans le train. On ne verse pas sa vie au fossé quand on est jeune pour avoir perdu quelques centaines ou quelques milliers de francs. C'est une lâcheté, une crise stupide de colère et d'exaspération. Demain, vous me donnerez vous-même raison. »« Demain » répéta-t-il d'un ton étrangement amer et ironique. « Demain ? Si tu savais où je serai demain, si je le savais moi-même, je suis à vrai dire déjà un peu curieux à ce sujet. Non, rentre chez toi, ma petite.
Ne te donne pas de peine et ne gaspille pas ton argent. » Mais je ne cédai pas. Il y avait en moi comme une manie, comme une furie. Je saisis violemment sa main et j'y mis de force le billet de banque. « Prenez l'argent et entrez aussitôt. » Et ce disant, j'allai résolument à la sonnette et je la tirai. « Bien, maintenant j'ai sonné, le portier va venir. Vous monterez et vous vous coucherez. Demain à 9 heures, je vous attendrai devant la maison et je vous conduirai aussitôt à la gare. Ne vous inquiétez pas du reste, je ferai le nécessaire pour que vous puissiez retourner chez vous. Mais à présent, couchez-vous, dormez bien et ne pensez plus à rien. » À ce moment, de l'intérieur, la clé grinça dans la porte et le garçon de l'hôtel ouvrit. « Viens, » dit-il alors brusquement d'une voix dure, décidée, irritée. Et je sentis autour de mon poignet l'étreinte de fer de ses doigts. Je fus saisi d'effroi. Je fus tellement effrayé, tellement paralysé, comme frappé par la foudre, que je n'eus plus ma tête à moi. Je voulais me défendre, me dégager, mais ma volonté était comme neutralisée, et vous le comprendrez, j'avais honte devant le portier qui s'impatientait de me débattre contre un inconnu. Et ainsi je me trouvai brusquement à l'intérieur de l'hôtel. Je voulais parler, dire quelque chose, mais la voix s'étouffait dans mon gosier. Sa main était posée sur mon bras, lourde et autoritaire. Sans que j'eusse conscience de ce que je faisais, je sentis obscurément qu'elle m'entraînait dans l'escalier, une clé tourna. Et soudain, je me retrouvai seul avec cet inconnu dans une chambre inconnue, dans un hôtel quelconque dont aujourd'hui encore je ne sais pas le nom.